Bonjour à tous, exceptionnellement aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. On va analyser l'actu de la semaine avec quelques-unes des plus fines lames de l'expertise. Et cette semaine, les yeux de nos experts sont tournés vers la France et les résultats du scrutin présidentiel. On en parlera avec Pascal Deluitte, politologue à l'ULB. Bonjour Pascal, c'est vrai que l'émission passe à 12h30 et donc vous étiez devant votre écran dimanche à 20h. J'étais devant mon écran et j'étais devant des écrans puisque en plateau par ailleurs. Et vous n'avez pas été surpris? Pas de grosse surprise, non, si ce n'est l'observation que Marine Le Pen est présente au deuxième tour avec un score important, certes moins important que dans les sondages, mais c'est un score encore très très important. Alors il y a également Nicolas Roisin que je salue, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant pour Le Vif et Télépro entre autres. Alors Pascal Deluitte, surpris du score de Marine Le Pen, vous aussi? Surtout déçu de me rendre compte que l'extrême droite était au deuxième tour. On a cru un instant qu'il y aurait peut-être Macron, Mélenchon, Macron, Fillon. Et finalement, voilà, l'extrême droite est là et c'est un combat à continuer. Alors, on a le plaisir d'accueillir aussi Sylvie Losberg. Bonsoir, vous êtes historienne et psychanalyste. Alors, que vous dit ce scrutin présidentiel français ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est évidemment plus qu'une déception, une crainte. Et je crois que ça sera très compliqué, non seulement l'élection qui vient, donc le deuxième tour, mais certainement aussi la suite. Donc voilà, beaucoup de choses à en dire, je crois. Et enfin, il me reste à vous présenter Pascal Vrébos, qui officie à RTL Radio, en télé également, le dimanche. Alors vous aussi, on imagine que vous étiez devant votre écran dimanche soir. Ben oui, évidemment. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Je n'aurais pas pu. Et vous partagez cette surprise, parce que finalement, y en a-t-il vraiment une ? Il y a une surprise, oui. Si on était ici il y a un an et si vous aviez posé les mêmes questions, je pense qu'on n'aurait jamais donné ce final-là, évidemment. Donc oui, surprise totale sur l'ensemble d'ailleurs de cette campagne électorale qui a été extrêmement médiocre, je trouve. On a, pour ainsi dire, pas parlé du fond. Ce sont des personnages, on aura l'occasion d'en reparler, comme Macron ou Le Pen. Qui aurait pu imaginer un jour qu'une ou qu'un Le Pen soit à ce point-là au second tour? Qui aurait pu imaginer ça? Alors on en parlera de la banalisation du Front National, mais tout de même une question. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal Deluitte? Il y a eu une bonne étoile, Emmanuel Macron, il a bénéficié d'un concours de circonstances exceptionnelles? Il a bénéficié d'un concours de circonstances d'une part et bien sûr aussi d'une plateforme qu'il a soutenue d'autre part. Le concours de circonstances exceptionnelles dont il a bénéficié, c'est le fait qu'à la primaire de la droite et du centre, ce soit François Fillon qui l'a emporté et que par ailleurs, dans la foulée, François Fillon a été rattrapé par une possible affaire d'emploi fictif. Donc si Juppé avait été élu, Macron ne serait pas là selon vous? C'est très difficile d'être spéculatif, mais la configuration aurait été très différente, ça c'est évident. Et bien évidemment, il a aussi bénéficié du fait que François Hollande n'a pas présenté sa candidature. Donc les deux candidats, je dirais, les plus au centre de la droite ou de la gauche ont été absents, ce qui a ouvert un espace électoral pour lui qui n'aurait pas été ouvert dans l'hypothèse d'une présence concomitante d'Alain Juppé et de François Hollande. Oui, Nicolas Rotin. Le fait aussi que Manuel Valls ne soit pas là, puisqu'on attendait plutôt Manuel Valls, qui n'est pas là, qui était plus à droite, entre guillemets, qu'à gauche, comme les Macron. Et donc, effectivement, ça a aussi contribué au fait de pouvoir absorber au centre un certain nombre de votes qui auraient probablement été chez Manuel Valls. Alors, une chose qui a pu étonner aussi, et vous allez me dire si vous partagez cet étonnement, c'est les 20% de Jean-Luc Mélenchon, et pourtant une grande déception de sa part, en tout cas le soir du scrutin. Ça laisse perplexe, ça, Pascal Vrébos, parce qu'il est quand même un des gagnants de l'élection. C'est à mon avis le seul qui ait fait une excellente campagne. C'est un excellent rhétoricien, c'est un orateur qui a lancé des choses étonnantes, des transformations, des révolutions, qui a eu une parole, je crois, très très proche d'une nouvelle génération. Le paradoxe, et il a toujours refusé ça, c'est que dans son programme, il y a pas mal d'analogies avec le programme de Le Pen. Alors, il y a heureusement des différences, ce qui explique d'ailleurs la pub de Le Pen qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où il y a à peu près 15 points qui sont identiques avec le programme de Mélenchon. Donc que Mélenchon ait eu beaucoup, ça ne m'a pas fort étonné. Alors le grand paradoxe quand même de cette élection, il faut quand même le dire, qui est le grand gagnant? C'est François Hollande. Pourquoi? Il a dit de Macron dans son entretien avec les deux journalistes au Monde, Macron c'est moi.
Ah ouais, bon, c'est une analyse, je ne sais pas si vous la partagez ou vous, Sylvie Losberg, si vous la partagez. Le grand C'est un gagnant, paradoxe. c'est l'abstention. 10 millions d'abstentionnistes. Ouais. Et alors sur la question de la campagne médiocre, et c'est vrai qu'on s'est accroché aux affaires de Fillon, mais qui a parlé des affaires de Le Pen? Très très peu, alors que des casseroles, elle en a. Elle a volé la République, elle a volé l'Europe, et de ça, on n'en a pas parlé. Et donc on a fait vraiment... Bon, moi je suis pas filloniste du tout, parce que c'est un anti-femme, et pour moi c'est un réactionnaire. Mais bon, voilà, chacun il a quand même le droit à sa démocrate, entre guillemets, donc contrairement à Marine Le Pen. Mais sur cette question-là, on s'est focalisé sur les affaires de Fillon, et Le Pen, elle a eu un tapis rouge, hein. Elle a pu faire toute sa campagne tranquille, avec évidemment une dédiabolisation dont on voit les effets aujourd'hui, et c'est encore plus grave aujourd'hui, parce qu'on lui fait la place sur les plateaux sans encore aller chercher les problèmes qui lui collent au basque. Donc je pense que ça va être très compliqué. Alors on va en discuter dans quelques instants avec nos invités, mais tout de suite une première séquence. Emmanuel Macron est donc arrivé en tête au premier tour. À Bruxelles également, sa victoire a été fêtée. Ses partisans se lancent tambour battant aujourd'hui pour faire gagner leur poulain. Pierre Baudot et Nicolas Kenhardt ont rencontré le chef de file d'En Marche en Belgique. C'était lundi. 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel. Ambiance de fête dans ce bar à 2 pas du quartier européen, comme en témoignent ces images amateurs. Pour les soutiens d'Emmanuel Macron à Bruxelles, la nuit a été longue. Un premier succès, mais pas pour autant une voie royale en vue du second tour des présidentielles. Un grand succès pour la vie politique française, un grand succès pour le pays. On arrive à apporter une nouvelle offre politique. Il y a encore un an, cette offre n'existait pas. Aujourd'hui, elle se qualifie pour le second tour. Emmanuel Macron porte le renouveau de la vie politique française. Maintenant, il y a un second tour. Il faut le gagner, rien n'est fait. Ce sera un second tour extrêmement dur, avec une bataille assez âpre avec Marine Le Pen, je crois. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui font bien sûr la une des quotidiens français et belges. En vue du second tour, les soutiens aux candidats du mouvement En Marche se multiplient. En Belgique, les partis traditionnels appellent tous à voter Macron, un Européen convaincu. Il reste donc 15 jours à ce dernier et à ses sympathisants pour confirmer. Notre travail, c'est de continuer à convaincre, d'aller à la rencontre des Français ici qui vivent en Belgique, qui vivent à Bruxelles, qui sont très nombreux, qui sont forcément passionnés par ce qui se passe dans leur pays, et puis d'aller leur expliquer quel est notre projet, parce que pour certains, ça reste parfois encore un petit peu abstrait, même si c'est extrêmement clair ce qu'on veut. Au premier tour, les Français de Belgique ont opté majoritairement pour Emmanuel Macron, le vote Marine Le Pen n'étant quasiment pas représenté. Voilà, c'est le moment de faire entrer nos invités, les invités de ce jour. J'ai le plaisir d'accueillir la secrétaire d'État bruxelloise Bianca de Batz, CDNV. Elle est en charge entre autres de la sécurité et du bien-être animal. Et puis j'accueille aussi Alain Courtois, l'EMR, qui est premier échevin à la ville de Bruxelles. Bonjour Bianca de Batz, bonjour Alain Courtois, installez-vous. Alain Courtois, bonjour. Français, vous auriez voté Macron au premier tour? J'aurais voté Juppé s'il avait été là. Donc, mais il n'était pas là, donc... Mais il n'était pas là. Donc ça m'aurait beaucoup ennuyé, parce que je trouvais que Juppé, c'est cette gauche... Et donc vous auriez voté pour cette qui, gauche alors, libérale. Vous auriez voté pour bien. J'aurais été très ennuyé. Pardon? J'ai pas compris ce que gauche la gauche libérale, la libérale de gauche. Un libéral de gauche, c'est Juppé, pour moi. Attends, c'est de l'humour, là. Ah, Non, pas du Allez. tout. C'est un homme... Vous avez vu son programme Alain Juppé, c'est un homme de droite avec un cœur à gauche. Oui, un cœur sous de beaux costumes. on a tous un cœur. On parle et on a d'Alain- tous de beaux costumes, je ne sais pas sûr. On parle d'Alain Juppé, hein, on ne parle pas d'un Donc, autre. oui, mais pour reposer, troisième fois, je vous pose la troisième fois, vous auriez voté pour qui? Juppé n'était pas là, Alain, pour toi. J'aurais peut-être voté Macron, peut-être. Ouais. Ah, ouais. Peut-être. Bianca de Batz, vous auriez voté pour qui, vous? Moi, je ne dois pas hésiter du tout. J'aurais voté Macron, c'est sûr. Je me réjouis d'ailleurs du succès qu'il a eu, en tout cas, dimanche passé, parce que c'est clairement quelqu'un du centre. Et je pense que ça peut vraiment donner confiance, peut donner un boost aux autres partis du centre en Europe et aussi en Belgique, notamment mon parti, le CDNV, qui est quand même un parti du centre aussi. J'étais surtout très contente que le populisme, les partis
extrémistes, disons, aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche, n'ont pas percé. Pas uniquement en France, mais aussi dans les autres pays. En Hollande, on a vu pareil. Et pourquoi? Parce que le populisme... Et Fillon, c'était pas possible pour vous, voter François Fillon? Moi, j'étais vraiment sympathisante de Macron, comme je disais, parce qu'il est vraiment quelqu'un du centre. Je pense qu'il a aussi inspiré beaucoup de jeunes. Pour moi, c'est quelqu'un comme Obama aux États-Unis. C'est un peu l'Obama, je pense, de France. Ça a l'air de vous surprendre, Pascal Delouis. C'est-à-dire que politiquement, oui, c'est surprenant, parce que le CDNV est membre du PPE, les Républicains sont membres du PPE, et vous voteriez pour un parti qui n'est pas membre du PPE. Donc, non, je dis que j'étais très contente du succès que Macron a eu et que les populistes n'ont pas emporté. C'est ça qui est important. Et que ça donne espoir pour l'Europe en tout cas, et aussi pour les élections. C'est la suite, parce que ici, dans le débat qui nous oppose, je pense, tout le monde, évidemment, essaye d'éviter Marine Le Pen au second tour. Bien. Moi, je mets quand même une petite parenthèse, c'est qu'il y a un thème quand même chez Marine Le Pen qu'il faut bien examiner, c'est cette France oubliée, cette France qui a l'air rurale, avec un désert médical, etc. Bon, tout ça, tout ce thème-là, elle l'a bien, et je pense qu'il faut être attentif à ça, je ferme ma parenthèse. Mais pour le reste, qu'est-ce qui va se passer une fois Macron président? Moi, ça m'interpelle vraiment. Sur quelle majorité présidentielle va-t-il travailler? Est-ce qu'on ne risque pas de retrouver une 4e République sans le savoir? Alors c'est vrai que ça va être compliqué, ça pose beaucoup de questions sur comment gouverner après, effectivement, une fois qu'il sera élu président, Sylvie Losberg. Oui, alors je pense qu'il faut aussi phaser les choses. Donc l'urgence, c'est effectivement qu'on n'ait pas un parti fasciste à la tête de la France. Ça, je crois que c'est l'urgence. Après, il y aura 5 années pour travailler. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Je crois qu'il va falloir écouter effectivement à la fois les électeurs de Mélenchon, ce qu'ils ont voulu au fond porter comme autre projet, avec des bémols aussi. Et je pense que le vrai problème, c'est la redistribution. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des sociétés plus égalitaires? Parce qu'elle joue là-dessus, Le Pen. Mais bon, évidemment, elle ne va rien faire pour aider les gens, ça c'est certain. Donc c'est être entre l'image, la parole, au fond, le marketing, et puis la réalité. Comment est-ce qu'on redistribue? Comment est-ce qu'on crée un socle commun et des valeurs auxquelles on peut se raccrocher, parce que pour l'instant, c'est quand même très fracturé. Ouais. Alors pour vous, Pascal Vrébos, il a parti gagner Emmanuel Macron, il n'y a aucun risque que ce soit Marine Le Pen au second tour? Non, moi je ne crois pas du tout. Je crois que c'est vrai. Il n'a pas l'air de douter beaucoup. Non, l'urgence, bien entendu, il n'a pas l'air de douter beaucoup. Et ce qu'il a fait après le premier tour, son tour en bagnole avec les motards, exactement comme les présidents qui avaient déjà gagné, pour moi, c'est une erreur et une sorte de folie. Il y a un mathématicien qui a fait des calculs et qui a dit que si l'absentéisme était important, Le Pen risquait de gagner. Donc ça, c'est très, très important. D'autant plus qu'il faut bien le dire, moi aussi, je voterai Macron. Mais je pense que tout le monde ici, autour de la table... Mais vraiment, sans enthousiasme. Macron, parce que Macron, c'est vraiment, pour l'instant, un discours quand même très abstrait, très vide. Peu de lexique intéressant, pas d'empathie, je suis désolé, pas d'empathie. C'est un très mauvais comédien. Il aurait... Très mauvais orateur pour son premier discours de vainqueur. Mais quel discours? Est-ce qu'on peut dire que le plus dur reste à faire? C'est un signe, vous diriez ça? C'est un signe d'en marche. Vous diriez que le plus dur reste à faire, Pascal Delouis ou Nicolas Roisin? Le plus dur reste à faire postérieurement au deuxième tour, c'est-à-dire construire une majorité. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand bien même on est dans les institutions de la Ve République, la France est d'abord un régime parlementaire. Alors bien sûr, si la majorité parlementaire est en phase avec le président est le cœur de la vie, mais si ce n'est pas le cas, c'est l'inverse, c'est le Premier ministre et sa majorité parlementaire. Et le risque auquel on est confronté, c'est d'avoir une majorité très fragmentée. Après, il ne faut pas non plus ignorer le programme d'Emmanuel Macron. Hein. On dit qu'il faut voter Macron et en même temps il faut résorber les inégalités. Ben voilà quelqu'un qui propose de supprimer l'impôt sur les fortunes. C'est quand même un discours un peu particulier. Vous n'êtes pas convaincu par son programme, quoi. Mais c'est pas que je n'ai pas à être convaincu ou pas. Il faut voir les résultats électoraux comme une traduction d'une situation. Si on voit les résultats comme une traduction, il faut bien voir que 22% de l'électorat a voté pour un parti de droite radicale et 20% pour un parti de gauche radicale. Si vous y ajoutez le score de Nathalie Arthaud, de François Poutou et même de Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes à 50%. Donc il y a une forme d'exacerbation politique et sociale
qu'on ne peut pas ignorer et qui s'observe dans de nombreux États européens. Nicolas Rosin, rapidement, et puis on passe à nos invités. Oui, moi, j'allais dire que il a probablement partie gagné, normalement, mais il doit encore aller chercher des voix, parce qu'effectivement, on le voit maintenant, on a l'impression qu'il est en roue libre, alors qu'il faut convaincre les gens. On parlait d'empathie, il manque complètement d'empathie. Et il y a un grand club bruxellois qui a perdu, il y a 2 jours, 1-0 contre Charleroi, donc il y a Anderlecht, et c'est le syndrome d'Anderlecht qui pensait probablement que c'était gagné, et c'est pas gagné. Anderlecht n'est pas encore champion. Macron n'est pas encore président, même si tout pousse à croire qu'il le sera. Alors voilà en tout cas un homme qui ne se réclame d'aucun parti, en tout cas dans son discours officiel, ni de droite ni de gauche. Bianca de Basse, est-ce que c'est pas une claque pour les partis traditionnels, ça ? En tout cas, comme je disais, c'est quelqu'un du centre et s'il doit encore concrétiser son programme pour le futur, ça je suis d'accord avec vous, mais en même temps c'est quelqu'un qui est dans le positif, qui est clairement plus pro-européen. C'est quelqu'un aussi qui ne cherche pas à diviser comme les autres ont fait. Et ça, je pense, c'est extrêmement important et qu'on doit absolument arrêter. Ouais. Mais c'est un examen de conscience pour les partis. Aujourd'hui, tous les partis sur l'échiquier politique belge doivent faire un examen de conscience par rapport à cet homme politique-là qui ne se réclame, qui ne se revendique d'aucun parti. Oui, mais en tout cas, comme je disais, je constate ici, mais aussi aux Pays-Bas, que des gens qui se disent clairement du centre et qui ont un programme positif, qui ne cherchent pas à chercher la polémique, qui ne cherchent pas à diviser, à faire des voix sur la peur. Vous avez parlé aussi d'émotion des gens. Ici, il n'a pas joué sur la peur que la France a, mais il a voulu créer un programme positif, nuancé, parce que les partis extrémistes, c'est quoi ? C'est le populisme. Le populisme, c'est quoi ? C'est des slogans faciles, simples, mais faire de la politique, excusez-moi, mais ça va beaucoup plus loin que des discours simplistes. C'est surtout gérer une société qui est très complexe. Et ça, je pense qu'il a bien compris. Et ça donne espoir. Oui, Alain Courtois, sur ma question. Je suis quand même plus perplexe d'abord sur l'effet Macron. Je pense que Macron a profité, c'est un tacticien exceptionnel. C'est un créateur de parti exceptionnel, parce qu'en 1 an et demi pouvoir faire ça, c'est exceptionnel, mais il a profité du fait que Manuel Valls n'était pas là. Et il a eu le boulevard devant lui au moment où Fillon s'effondrait, etc. Donc, je pense qu'on est en train de faire ici, d'affabuler un certain nombre de choses sur Macron, oui, mais la réalité est probablement autre. Pourquoi il est arrivé là? Ça, c'est 1. 2, je pense, ça c'est tout à fait vrai, mais ça fait depuis quelque temps que je pense ça, que les partis en Belgique, je suis presque... vous êtes au début de votre carrière politique, moi je suis à la fin de ma carrière politique, presque. Donc je me permets d'analyser un peu les partis politiques à l'heure actuelle. Dans tous les pays, ça ne répondent plus aux attentes. Ouais. En Belgique, nous avons le PTB. Les écolos ont servi de cela il y a des années. C'était le parti qui a servi à un moment donné à la colère, je dirais. Maintenant, c'est le PTB. Il y a ça partout. Il ne faut pas passer de la colère au populisme, c'est encore autre chose, mais il faut écouter cela. C'est pour ça que je reviens sur cette France oubliée. Il y a probablement aussi une Belgique oubliée. Très rapidement, une petite question et puis on passera à la séquence. Oui, moi je crois qu'on doit quand même remettre en question la particratie. La démocratie doit toujours évoluer. Si elle reste sur ses fondamentaux sans jamais voir ce qui est en train de se passer, le monde bouge, les gens bougent, les réalités bougent. Donc la particratie doit aussi évoluer. Et qu'est-ce qu'on va proposer? C'est surtout ça. Demain, qu'est-ce qu'on propose aux gens pour qu'ils se reconnaissent dans la manière de faire de la politique? Alors qu'aujourd'hui, voilà, le populisme, ça, c'est aussi ça. C'est les gens qui disent, moi la politique, je ne me reconnais pas là-dedans. Pourquoi? Et ça, je crois que c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Et en Belgique, il faut les poser maintenant. Alors, on l'a entendu, certains rêvent d'un parti En Marche version belge. Le résultat des élections fait en tout cas l'objet de nombreuses analyses dans les états-majors des partis francophones. L'occasion d'une remise en question. Écoutez ce qu'en pense l'écologiste Isabelle Durand et le président de Défi, Olivier Minguin. Les partis classiques, je ne dirais pas nécessairement traditionnels, mais classiques, les partis qui sont là depuis un certain temps, peut-être même à certains égards, y compris écolos, doivent aussi faire un travail qui les renouvelle, qui leur permet de travailler aussi avec tout ce qui bouge dans la société. Et ce qui bouge dans la société, ce n'est pas nécessairement la volonté d'adhérer à un parti. Ce qui bouge dans la société, c'est beaucoup de choses qui dépendent de citoyens, d'acteurs et surtout de la jeunesse qui ne se retrouve pas toujours dans les partis politiques, y compris d'ailleurs dans le PTB, qui est certes dans une belle progression
progression dans les sondages. Enfin, ne pensons pas que toute la jeunesse ou que toute la Belgique se retrouve dans le PTB, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour rénover, pour ouvrir nos partis, Écolo aussi Emploi, vers une autre façon de travailler avec les citoyens. Soyons honnêtes, nous sommes tous à la recherche de nouveaux équilibres. De nouveaux équilibres entre quoi? Entre la liberté de créer, d'entreprendre, d'avoir son propre projet. Et ceux qui veulent porter un avenir disent « donnez de l'espace, donnez-nous de l'autonomie ». Et je crois qu'en effet, il faut retrouver des espaces d'autonomie dans la société. Et en même temps, comment est-ce qu'on trouve des nouvelles solidarités? Comment est-ce qu'on assure une protection sociale qui soit plus efficace que la seule conception parfois d'un assistanat qui ne responsabilise plus le citoyen alors que chacun a envie de pouvoir assumer les choix de sa vie. Donc voilà, ces nouveaux équilibres-là sont nécessaires dans la société. Emmanuel Macron est prospectif et je trouve que notre rôle aussi est d'être prospectif. Alors Pascal Vrébos, un parti En Marche à la Belge, vous y croyez, vous? C'est la couverture du Vif cette semaine. Mais d'abord, il faudrait se demander, c'est quoi En Marche? Moi, j'aurais beaucoup de peine à dire que c'est un parti du centre. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Macron allait prendre de bonnes idées du côté droit, du côté gauche, en haut, en bas, etc. Ça, c'est une démarche philosophiquement très intéressante. Un immense parti En Marche, avec un Macron qu'il faut bien dire, pour l'instant, c'est un peu un petit Kennedy du pauvre. Hein. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment vraiment, en le voyant sur scène avec sa dame, j'ai eu un moment presque pathétique, quoi. Il est peut-être pas ça, il va peut-être se révéler, mais pour l'instant, En Marche en Belgique. Ouais. Alors vous l'avez dit dans une interview que c'est Défi qui est le plus proche d'En Marche selon vous. Oui, le moins éloigné, mais après il faut bien observer que le paysage politique belge, le paysage institutionnel belge est très différent du paysage français. Et qui plus est, c'est Défi qui est le plus proche de Macron, mais pas d'En Marche. En Marche, c'est une plateforme qui a été mise en place pour la campagne d'Emmanuel Macron. La question, c'est de savoir si cette plateforme peut elle-même devenir un mouvement et un parti. Donc la question des législatives est importante. Ouais. Et puis vous savez, la version belge, pour passer là-dessus, parce qu'on va poser la question à nos invités. Personnellement, je ne vois pas comment un mouvement comme En Marche peut s'implanter en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, être du centre, ce n'est pas un positionnement politique. Hein. Un positionnement politique, c'est quelle position j'adopte sur les questions socio-économiques, sur les questions, le washi-washi de M. Magal. Moi, je ne comprends rien. Hein. Il faut à la fois de l'entreprise, pas de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Donc, les citoyens, ils se positionnent par rapport à des postures et des politiques publiques qui sont menées sur les différents sujets qui les préoccupent. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un frémissement dans les partis traditionnels? Est-ce qu'on pose des questions? Ou pour être plus clair encore, est-ce qu'on a peur de l'émergence d'un mouvement comme celui-ci en Belgique, monsieur? Moi, je n'ai pas encore entendu chez nous une véritable réflexion. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, tout d'un coup? On essaye de ramener en Belgique des choses qui se passent ailleurs, dans un autre contexte. Prenons un seul exemple. Est-ce que vous imaginez en Belgique des meetings où vous avez 25 000, 30 000, 40 000 personnes? Ça n'existe pas. Alors, c'est parce que c'est une campagne présidentielle, évidemment, et que donc tout le monde, il y a un véritable feuilleton qui s'installe. On adore ça, c'est le soap. C'est toutes les semaines, il y a quelque chose qui se passe. Bon, en Belgique, une élection législative, bon, les partis politiques font leur meeting à eux, qui amènent quelques dizaines, de centaines, voire quelques milliers de personnes maximum. Par contre, la réflexion qui est faite par nos collègues sur où est le parti politique, le mouvement politique aujourd'hui, cette intervention d'Isabelle Durand est intéressante. Comment est-ce qu'on concerne encore le citoyen avec la chose publique? Comment est-ce que cette Belgique oubliée, j'appelle ça comme ça, parce que j'utilise ce terme volontairement, parce que ça existe, comment est-ce que ces gens peuvent se retrouver à un moment donné? Comment est-ce que ces femmes qui sont confrontées dans les quartiers, dans certaines rues, dans certaines villes, peuvent se retrouver avec un mouvement politique pour éviter qu'elles balancent vers le populisme primaire en disant scandaleux, Je pense qu'on vous a compris, Benka de Batte. Voilà. Je pense que c'est clair que le parti du centre en Belgique, il existe, c'est le CDNV, puisque nous sommes ni vraiment de droite, ça fait sourire, hein. ni le politologue et les experts, ça fait sourire tout le monde. Laissez-moi quand même expliquer. Mais je pense que, bon, c'est pas un mensonge quand même, je pense que tout le monde est d'accord qu'on est clairement du centre. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apporte... Oui, nous apportons quand même des solutions nuancées. D'ailleurs, certains nous reprochent parfois d'être dans la nuance, mais moi je pense que c'est
c'est une Pas force dans la nuance. d'avoir dans la contradiction. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est d'avoir justement des réponses nuancées à des problématiques qui sont complexes. 2, c'est de ne pas faire de la politique dans une tour d'ivoire. Si beaucoup de jeunes ont voté Macron, c'est justement parce qu'il était sur le terrain, il était à l'écoute. C'est pas faire de la gestion dans une tour d'ivoire. 3, je pense que c'est important aussi. Voilà, qu'on est vraiment à l'écoute et qu'on essaie effectivement de faire cette nouvelle société avec des jeunes. Comme je disais, quand même encore un élément que je veux ajouter, quand vous avez dit il s'est présenté avec son épouse, ça semble d'avoir des sourires, mais quand même je trouve que c'est plutôt courageux, parce que souvent des hommes de pouvoir ont des femmes beaucoup plus jeunes, là tout le monde trouve ça fantastique, trouve ça viril, macho, mais quand un homme de pouvoir fait l'inverse et a une épouse qui a 20 ans ou 25 ans de plus, ben moi je trouvais ça très fort qu'il assume et qu'il dit voilà, c'est mon épouse. Donc il ne pas sur non, c'est pas du tout ça, ma réaction, c'était pas ça. Elle aurait pu avoir 20 ans de moins ou 20 ans de plus, c'était le fait d'aller jouer le Candy immédiatement, en fait. Du show avec un mauvais comédien. Du show, c'est Trump. Il y a quand même une mise en scène, il y a du show, on ne va pas dire le contraire. Il l'a fait régulièrement dans ses meetings. Nicolas Roisin. Moi, j'aimerais amener un élément dont on n'a pas encore parlé. Je suis, en dehors d'être journaliste, je suis prof. Donc je donne cours à des élèves qui sont en réto, 17-18 ans, et on ne se rend pas compte à quel point il y a un souci de l'instruction aujourd'hui. Les élèves qui sont à Uccle, donc dans une bonne école à Uccle, qui sont plutôt instruits par rapport à d'autres élèves dans d'autres communes de Bruxelles, quand je leur ai posé la question sur les élections en disant Mélenchon, à quel parti appartient-il? Extrême gauche, gauche, droite ou extrême droite? Sur 30 élèves, j'ai un élève qui était capable de dire il appartient à l'extrême gauche. Et donc ça veut dire quoi? Que le succès du populisme aujourd'hui, il s'explique aussi par une démission des politiques. Et moi je le dis en tant que professeur, sur l'éducation, où on ne donne pas assez de moyens. Ouais. Et vous avez des gens, des élèves qui arrivent, vont devoir voter dans 2-3 ans et qui n'ont aucune conscience politique. Très rapidement, et c'est une réalité. Sur la conscience politique, très rapidement, oui. Et je rajoute en plus éducation aux médias. Parce qu'avec tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, encore il y a eu des mensonges terribles cet après-midi, les jeunes, c'est ça qu'ils entendent. Sylvie Losbert, rapidement. Éducation aux médias. Mais d'accord, les bonnes intentions. Mais en Belgique, on est confronté à quoi? On veut faire une éducation à la philosophie, à la politique, on est confronté à un blocage idéologique, un non, pas comme ça. Idem, madame, je suis d'accord, à partir du centre de CDNV. Est-ce que sur l'indicateur démocratique... Sur le parti du centre, non, pas du tout. Je veux bien l'entendre, mais quand on voit l'indicateur démocratique et le droit à l'avortement en Belgique, est-ce que le CDNV va prendre on va permettre à Bianca de Batz de répondre rapidement parce qu'on a encore pas mal de pain sur la planche. J'espérais pour l'instant, en modifiant certains articles du Code pénal, de faire en sorte que l'on ne revienne sur la question du droit à l'avortement en Belgique. Est-ce que c'est ça, être parti du centre? Allez, Bianca de Batz, une réponse et puis on passe à la séquence suivante. Écoutez, c'est un débat qui sera mené à la Chambre, comme vous le savez. C'est des thèmes éthiques qui ne sont pas toujours faciles, mais je pense qu'il faudra créer un certain cadre, mais que le droit à l'avortement est là et qu'on ne va pas l'enlever entièrement, ça c'est clair. Je pense en tout cas, moi je suis féministe et je défendrai le droit à l'avortement. Oui, ça c'est quand même... Donc me sortir du code pénal, ça veut dire que c'est ce n'est pas un débat sur l'éducation, ce n'est pas un débat sur le droit à l'avortement. Merci Sylvie Losbert. Ce n'est pas un débat sur le droit à l'avortement, mais c'est intéressant de voir. Effectivement, mais je pense qu'on a ouvert le débat. Mais sur l'aspect politique, on va le clore. Je ne parle pas de l'avortement. Sur l'aspect politique, je le cite comme exemple, vous venez en douce avec cette idée de réduire le nombre de semaines, etc. Vous voyez, on fait ça en douce. On ne fait pas ça clairement. Allez, Bianca de Batz, vous répondez votre dernier mot et puis on passe à autre chose. C'est ça, vous êtes contradictoire. Allez-y. Je parle de votre parti. Je parle de votre très parti clair en que je général. défendrai le droit à l'avortement, en tout cas dans certaines conditions. C'est un sujet très délicat qu'il faut faire dans un débat où on a plus de temps. C'est pas une solution qu'on va trouver ici en 30 secondes dans un studio. On voit en tout cas que ça suscite les passions. On en reparlera dans cette émission certainement. On va parler du Front National qui a réalisé donc un score historique, il faut bien le dire. Et ça ne suscite pas les mêmes réactions qu'il y a 15 ans. Le sursaut républicain semble avoir du plomb dans l'aile et ça inquiète certains ici. En Belgique. Écoutez la réaction de Rudy Demotte, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
On prend de très grands risques en France pour le moment. Et moi, ce qui m'indigne le plus, c'est qu'effectivement, l'élection de Marine Le Pen, passant l'étape du premier tour pour être au deuxième tour, ne fait pas l'objet de commentaires assez durs, parce que la société française ne se remet pas suffisamment en cause. Ce qui s'est passé est épouvantable, vraiment. Et je ne peux pas aujourd'hui accepter cette forme de normalité. Du Front National, Bianca de Batz, ça vous inquiète, ça? Oui, bien sûr. On voit d'ailleurs le même phénomène dans d'autres pays européens où les partis d'extrême droite... Ou côté néerlandophone avec le Vlaams Belang. Hein. Oui, chez nous, dans tous les pays. Donc c'est effectivement assez inquiétant. À Bruxelles aussi, parce que n'oublions pas qu'à Bruxelles, il y a quand même 60% de la population qui est d'origine étrangère. Et donc je pense qu'il faut absolument arrêter de chercher la polémique, de trop focaliser sur les différences, mais d'avoir un projet positif qui veut vraiment faire des ponts, construire des ponts entre les différentes communautés. En tout cas, c'est mon projet pour Bruxelles. Alain Courtois, là-dessus, rapidement. Je pense qu'on a oublié qu'en 2002, pour la première fois, le Front National arrive au deuxième tour. Tous les gens qui avaient 5-10 ans à l'époque, ils ont toujours vécu jusqu'à maintenant avec le Front National. Ils l'ont considéré comme un parti comme un autre. C'était cette banalisation de parti politique. Alors, donc, il ne faut pas s'étonner de ça. Par contre, l'inquiétude est grande de voir effectivement accepter un parti qui veut des clivages, qui veut cliver une société, qui veut éviter qu'il y ait ce fameux, moi je n'aime pas ce terme, je déteste ce terme, ce fameux vivre ensemble, mais c'est le cas. Ouais. Risque en Belgique francophone, Pascal Deluitte, par rapport à cela, on n'a jamais vu l'émergence d'un parti d'extrême droite en Belgique francophone. Risque en Belgique francophone, oui, parce que si vous prenez les élections de 94, 95 ou 2003, le Front National était à 5% en Wallonie. Risque en Belgique tout court, on a quand même un Vlaams Belang qui est encore à 10%. Le CDNV et le MR gouvernent avec un parti qui reprend quand même des thèmes dans ses politiques publiques et dans sa communication qui ressortissent au programme du Front National. Donc risque réellement. Après, n'oublions pas, le vote, c'est une traduction d'une situation. Donc c'est une traduction d'une situation. Le fait que le Front National soit à 22%, c'est la traduction d'une situation. Et si on n'essaye pas de comprendre la situation, on ne comprend pas la dynamique électorale. Il ne faut pas se positionner sur la dynamique électorale sans comprendre l'amont. Et donc Alain Courtois a fait référence au monde des oubliés. Ben oui, la crise financière, la crise économique, la crise sociale de 2008 exacerbe les positions, exacerbe de plus en plus les positions, et ça se traduit électoralement. En ce compris, ne l'oublions pas par l'abstention. Madame de Batz disait que les jeunes ont voté beaucoup pour Macron. Vous savez, en France, 12% des jeunes ne sont pas inscrits sur les listes électorales, et parmi ceux qui sont inscrits, 33% n'ont pas voté. Ouais. Donc vous avez déjà la moitié des jeunes qui n'ont pas voté, et dans cette moitié, un tiers a voté pour. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable étonnement. Il y a un véritable étonnement quand on entend certains qui vont s'abstenir, qui disent on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra. Oui. C'est une formule qui peut choquer et qui choque ici énormément. Il faut. Elle est choquante, je suis d'accord avec vous, et j'ai une certaine difficulté à la comprendre, mais il faut aussi la saisir à la lumière de l'exacerbation dans laquelle nous sommes. Et donc, certains considèrent que, somme toute, la théorie du choc ou la théorie du pire peut être un meilleur levier que l'élection de quelqu'un qui annonce vouloir, en fait, approfondir les inégalités. Et donc, c'est ça que Macron doit aussi saisir, et c'est ça aussi que le personnel politique des partis classiques, le mot traditionnel, ça ne veut rien dire, des partis qui existent depuis un nombre appréciable d'années, doit prendre en considération. Est-ce que je peux encore faire une petite remarque en disant que une élection, vous l'avez très bien dit, c'est la photographie actuelle de l'opinion. Il y a quelque chose en plus ici. Pascal Vrébos y a fait allusion dans le début de l'émission. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, il y a un charisme derrière. Les gens, c'est un feuilleton, une élection présidentielle. Je le répète, c'est quelque chose, on adore ce genre de truc-là. Ces deux-là ont un charisme qui s'est traduit dans les urnes chez les jeunes, particulièrement. Je vois les résultats entre 18 et 24 ans. Ils ont un charisme que n'avaient pas les autres. Fillon, Hamon, Macron n'a quand même pas, je partage ce charisme. Et alors l'élite s'est réfugiée chez Macron, et beaucoup se sont réfugiés chez Macron, mais en fait, les deux qui ont vraiment marqué cette élection, il n'y a rien à faire, c'est Mélenchon et Le Pen. Ouais. Nicolas Roisin, très rapidement. Très rapidement, vous avez demandé est-ce qu'il y a un risque en Belgique francophone. Il y a un risque déjà dans un an,
un peu plus d'un an. En octobre 2018, il y a les communales. On a quand même, alors tout à fait d'accord, le fait qu'un sondage n'est pas une élection, mais on a quand même de l'extrême gauche qui est à 20-21% d'intention de vote, et l'extrême gauche ou l'extrême droite, ça reste extrême. Donc il y a un vrai risque en Belgique francophone d'avoir un parti extrémiste qui va gagner 20-21% des élections. Pascal dramatique. Vous parlez de banalisation, bien sûr, Marine Le Pen y a travaillé. Elle a fait le jeu de l'imposture sociale, elle sourit tout le temps, elle a changé sa voix. Et puis une des causes aussi, il faut bien le dire, c'est le déni de toute une série de partis qui depuis 15 ans ont une sorte de politiquement hyper correct et n'ont jamais affronté les vrais problèmes. Ça, je crois que personne n'en parle, mais je pense que ça joue énormément, surtout dans une situation de crise comme on est aujourd'hui. Allez, on clôture sur ce volet élection française qui a occupé une grande part de l'émission et on passe maintenant à la séquence tête d'affiche. 4 images, je vais vous proposer 4 images et je vous demande de choisir celle que vous souhaitez commenter. Ce sont des gens qui ont fait l'actualité cette semaine ou des événements qui se sont passés cette semaine. On commence avec vous, Alain Courtois. Regardez ces images que je vous propose de découvrir. Stéphane Moreau, patron de Netis, qui a démissionné du PS avant d'en être exclu, ou alors Didier Reynders, son nom a été cité une fois de plus cette semaine dans l'affaire du Casasgate. Nafissatou Thiam, qui sera une des reines du mémorial Van Damme cette semaine. Et la dernière image, c'est celle des étudiants de l'ULB, qui occupent depuis une semaine le rectorat pour s'opposer à l'augmentation du coût du Minerval pour les étudiants étrangers. Vous choisissez quelle image? Je vais vous étonner, je vais prendre la dernière. Donc les étudiants de l'ULB, oui. Vous les rejoignez dans leur combat? Parce que il y a là une question intéressante. Il y a eu des premières manifestations, ma toute première manifestation c'était ça aussi, c'était la participation des étrangers dans les universités. Je me rappelle dans les années 70. Je crois revenir à ça. On demande un Minerval de plus de 4 000 € à des étudiants étrangers. Alors on dit oui, mais on va moduler cela, etc. Il n'y a pas à moduler. Je pense que des gens qui viennent dans nos universités, eh bien... Donc il faut revoir ce point, le recteur dit, lui, qu'on se trompe de combat et qu'on se trompe de cible par rapport à ça. Eh bien, je suis désolé avec le recteur, c'est ça. J'ose dire ce que je pense pour revenir à ce qui a été dit. Je trouve que c'est un combat qui a l'air comme ça un peu insignifiant, mais c'est le combat de... Le combat de nos universités. Alors, Pascal Delhuit, vous êtes prof à l'ULB. Est-ce que vous partagez l'avis d'Alain Courtois? Rapidement, parce qu'on a peu de temps sur le très rapidement. Je ne comprends pas ce qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'il demande aux universités de payer la formation des étudiants, puisque ce seraient des étudiants non subsidiés. Une formation universitaire, c'est à peu près 5 à 10 000 €. Donc, on leur ferait payer 837 €. Donc, on demande aux universités de payer. Moi, je demanderais aux partis dont il est membre qu'ils reviennent sur leurs dispositions en matière de coopération universitaire à l'échelle fédérale, parce que c'est aussi ça qui nous amène à ce type de configuration. Parce que c'est très bien les partis qui nous disent oui, on est solidaire avec les étudiants, mais qui ne modifient pas la loi de financement des universités. Et donc, on demande aux universités de fonctionner avec les mêmes moyens pour de plus en plus d'étudiants et de, par ailleurs, financer les étudiants des universités d'origine étrangère, c'est-à-dire non ressortissantes de l'Union européenne. Alors Alain Courtois, prêt à faire du lobbying dans votre parti pour changer ce point-là? Oui, je pense que le financement des universités, il y a d'abord une double condition, c'est évidemment la restructuration du pôle universitaire. Ça, je pense qu'il faut le revoir, mais le financement, l'enveloppe budgétaire est là-dedans. Moi, je demande simplement qu'il y ait une réflexion profonde sur cette philosophie de faire venir chez nous quand même des étudiants étrangers qui puissent le faire. Je ne parle pas de certaines facultés comme... Ma question c'est, la charge financière revient à qui? Elle doit revenir au pouvoir public, ça c'est clair. Alors si on dit ça, alors les pouvoirs publics font en sorte... Parce qu'alors le discours des étudiants ne s'adresse pas au recteur de l'université. C'est une image aussi, ça. Le discours des étudiants alors et les universités s'adressent au pouvoir public et les pouvoirs publics mettent en œuvre les politiques publiques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de numerus clausus sur les étudiants étrangers, il faut être bien clair, mais les étudiants, ils s'adressent au recteur. Alors, si Alain Courtois les soutient, il doit leur dire, adressez-vous à nous, pas au recteur. Très bien, voilà, on va clore ce chapitre-là, si vous le voulez bien. On passe à vous maintenant, Bianca Debatz. Voici des images que l'on vous propose. La première, la voici, c'est René Weiler, l'entraîneur du Sporting qui a perdu contre Charleroi hier. Il y a aussi Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, qui a pris la défense de son père accusé de sexisme. Il y a Viktor Orban, toujours en délicatesse avec l'Union européenne. Et cette petite larve qui, paraît-il, mange le plastique.
Vous choisissez quelle image Dommage que je n'ai pas pu choisir parmi les images précédentes, vous auriez parce que j'aurais prédit, choisi vous. Didier Reynders pour toute cette polémique pour l'Arabie Saoudite que je déplore profondément, parce que je veux quand même en toucher un petit mot. Je pense que c'est une erreur, et d'ailleurs tout le monde l'admet maintenant. Je ne comprends vraiment pas comment on peut, en tant que pays, la Belgique, défendre l'égalité. Une erreur, Alain Courtois, ça a été reconnu par Charles Michel hier à la tribune de la Chambre. Moi, je vais vous avouer une chose, je ne comprends pas la procédure dans cette affaire-là. Oui. Je ne la comprends pas, il faudra qu'on me l'explique. Il faut qu'on m'explique quand même comment la Belgique vote sans en référer. Je ne comprends pas, je veux qu'on m'explique la procédure elle-même telle qu'elle s'est passée. Moi, je citais Didier Reynders par rapport au Kazakh Gate, donc pas par rapport à l'Arabie Saoudite. Mais on ne va pas demander peut-être à Alain Courtois de commenter cette info-là. Mais sur les 4 images qu'on va peut-être... Je prendrai Yvan Quatrum, parce que c'est vrai que quand je me suis réveillée il y a quelques mois et que j'ai entendu, comme vous, je me suis réveillée à 4h du matin pour suivre ces élections en Amérique et que j'ai appris que Trump avait gagné. Donc elle a raison de prendre la défense de son père qui est accusé de sexisme. Voilà, comme chaque fille, je pense, elle défend son père. Ouais. Mais quand même... il y a quand même eu des expressions, Pascal Boss, de Donald Trump par rapport à la femme qui sont plus que désobligeantes. C'est clair que c'est quelqu'un de sexiste. D'ailleurs, on a quand même suivi tout ce qu'il a raconté sur les femmes. D'ailleurs, pas uniquement sur les femmes. Il a quand même scandalisé les gens qui ont un handicap. Il a vraiment été très très méchant envers les gens d'origine immigrée. Donc là aussi, sur les femmes, c'est quelqu'un qui n'est pas respectueux du tout. Ça a réveillé le féminisme de Sylvie Lausberg. Elle est en colère, je vous assure. Je voudrais faire un parallèle. Regardez Marine Le Pen et son père, hyper sexiste, aussi anti-immigré. Et ça ne l'empêche pas de se présenter comme femme. Mais la question de la femme, c'est pas je suis une femme, c'est je défends les droits des femmes. Et ici, Yvan Quatrum, elle a beau être une femme, elle est toute mignonne, tout ce que tu veux. Donc vous pensez qu'elle aurait dû condamner son père et pas prendre sa défense? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que ce sont des femmes qui ne sont pas émancipées, elles sont dans la ligne du père. Marine Le Pen, elle a fait toute sa carrière grâce au pognon de son père et au pognon qu'ils ont piqué. Donc je veux dire, voilà. Bien sûr qu'il y a des femmes antiféministes. On ne va pas dire qu'Yvan Quatrum est antiféministe. Et ça, j'approuve, il y a des hommes qui sont féministes. On a besoin des hommes aussi dans notre combat. Vous serez d'accord avec moi? Depuis très longtemps, déjà ça. Donc vous ne prenez pas la défense de Donald Trump quand il est sexiste? Est-ce que vous avez vu les images de la fille Trump au moment où elle s'exprime? Qui est-ce qui est là à côté d'elle? Est-ce que vous avez vu ces images? Elle a Christine Lagarde à sa gauche et Angela Merkel. Et regardez la tête de Christine Lagarde, n'est-ce pas, pendant qu'elle parle. Donc personne n'ose dire quoi que ce soit. Elle sourit légèrement à Christine Lagarde. Et donc non, mais je veux simplement dire par là que c'est facile de revenir après, mais il faut voir dans quel contexte on pose ces questions à cette Je vais me permettre de vous couper, si vous le voulez bien. J'ai envie d'évoquer maintenant un dossier qui vous tient fort à cœur à l'un et à l'autre, c'est le piétonnier. Parce que le piétonnier nouveau, il n'est pas encore arrivé. Alors pour l'instant, on ne peut s'y balader que de manière virtuelle. Mais bien malin qui pourrait dire quand les travaux vont débuter. Belliris a fait savoir cette semaine que ces travaux ne commenceraient pas tant que les recours sont pendants. Et justement, les opposants au projet ont redit lors de la commission de concertation mercredi qu'il n'était pas question d'abandonner le combat juridique. Ce projet, ils ne peuvent toujours pas le voir en peinture. Vous allez vous en rendre compte. Une salle noire de monde et une assistance majoritairement hostile au projet de piétonnier. Des opposants furieux que le volet mobilité n'ait pas été abordé dans l'enquête publique, alors qu'il est au cœur du problème causé par le projet. Jamais on a pu parler de mobilité autour du piétonnier. C'est un petit peu comme si ce piétonnier était en suspension dans l'air avec aucune incidence sur le reste du Pentagone, ce qui est faux. L'offre est moins bonne en transport en commun. Les gens qui veulent venir en voiture, ils se trouvent perdus dans des files infinies. La qualité de vie dans les quartiers qui sont à l'ouest du Pentagone a diminué puisqu'il y a des files permanentes, du stress, des klaxons, de la pollution. Et donc tout ce projet, en fait, qui part d'une bonne intention, est pour moi un échec. Certains commerçants qui avancent une perte de chiffre d'affaires entre 30 et 40% se disent sacrifiés sur l'autel du piétonnier. Dans l'assistance, il y a également ceux qui veulent aller de l'avant, qui concèdent que le projet n'est pas parfait, mais qui plaident tout de même pour sa réalisation rapide. Il
faut avancer avec les projets et puis voir ce qui pourra être amélioré par la suite. Et on pense que le plan de circulation, c'est un élément qui pourra être amélioré. Il faut vraiment avancer et 2 fois plus vite qu'à la normale. Donc on aimerait bien qu'il y ait une double équipe pour, en tout cas sur les zones les plus sensibles, pour avancer le plus rapidement possible. On voudrait bien qu'il y ait une zone qui nous permette de voir en fait les espaces, qui permettent aux gens un peu de juger, tiens, vers quoi on va aller, de se rendre compte que ça va être beau, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est de rendre le centre-ville beau. On a une très belle architecture qui est là. Un avis qui n'est pas partagé par de nombreux opposants qui annoncent déjà de nouveaux recours. Alors Bianca de Batz, il faut à nouveau aller en recours contre ce projet. Il ne faut pas que le projet avance. Il faut qu'il avance. Écoutez, le piétonnier, c'est une très bonne idée à la base. Très bonne idée à la base, mais seulement l'élaboration est très mauvaise. C'est un dossier qui est géré de façon amateur par le collège. Les Bruxellois ont toutes les raisons d'être déçus. Le piétonnier, aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme on a vu dans le film, c'est des commerçants qui font faillite. C'est des magasins, des commerçants de basse qualité. J'avais entendu Madame le maire qui avait dit un Belgian Avenue. On va créer, attirer des magasins de qualité, des produits de chez nous. Ils sont où? Ils sont pas là. C'est quoi encore? C'est des mendiants, des ivrognes partout. J'ai d'ailleurs encore posé une question on a bien au compris. conseil. Le constat, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a une demande de permis. Est-ce qu'il faut octroyer ces permis? Est-ce qu'il faut commencer les travaux le plus vite possible? Ce que le collège... Mais moi, on n'a jamais changé. Est-ce qu'il faut reprendre la procédure à zéro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, il faut surtout avancer. Et ce qu'on aurait, ou ce que le collège aurait dû faire... Mais avancer, ça veut dire quoi, très concrètement? La concertation, c'est écouter les gens. On ne fait pas de la politique, surtout avec un si grand congé. Oui, mais non. Mais vous aurez dû écouter les commerçants, les habitants au début, quand vous avez élaboré le projet. Là, vous aurez créé une plateforme parce que les gens ne sont pas contre l'idée d'avoir moins de voitures. Moi aussi, je défends ça. Je fais du vélo, je marche à pied. Les gens ne sont pas contre. Mais est-ce qu'il faut maintenant, est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro, selon vous? C'est ce que certains demandent. Non, moi je veux qu'il avance. Je veux qu'à nouveau on puisse être fiers du centre-ville et c'est pas le cas, puisque au contraire les gens qui habitent, dans le sud de la ville, ils ne viennent plus au centre-ville. Moi ça me fait mal au cœur. Je suis bruxelloise aussi. Alors, ça me Sylvie fait mal au Losberg, cœur. rapidement. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que le fait que ça bloque, c'est pas seulement que ça a été mal emmanché et ça tout le monde est d'accord sur le constat? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans... Non, mais je veux dire, enfin le constat est lamentable. Ça, je veux dire, on peut quand même pas dire que c'est bien. Et la circulation est infernale. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans les élections communales, avec des recours? Ah non, on va aller jusqu'au bout des recours et comme ça on bloque tout. Et en attendant, ça fait combien de temps qu'on est avec ce piétonnier qui fonctionne pas? Donc il faut quand même penser aux gens. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans finalement? Alain Courtois, pas de travaux avant les élections communales. Ce serait une catastrophe pour vous? Écoutez, il faut d'abord, il y a une procédure en cours. Donc, il y a eu une commission de concertation, il y a une demande de permis de bâtir qui a été introduite, qui dans le courant du mois de juin va être accordée ou pas accordée. Et en fonction de ça, il y aura peut-être des procédures qui seront engagées par certains arriérés. Oui, mais Belliris ne dit pas de travaux tant qu'il y a des recours. Mais je voulais simplement dire ceci. Entre le moment, maintenant, il y a eu la commission de concertation, où on a entendu des gens, on a entendu des points de vue. Bon, on n'est pas sourd, on n'est pas aveugle. On sait bien les choses qui vont devoir être aménagées en concertation encore avec ceux qui sont dans ce piétonnier tous les jours et ceux qui sont autour de ce piétonnier tous les jours, ceux qui ont des commerces, parce qu'on dit tous les commerces c'est la catastrophe. Il y en a, je peux vous dire, j'en ai encore eu dans mon bureau hier, il y en a pour qui c'est extraordinaire ce qui se passe. Ok, mais il y a 2 remarques là-dedans que je voulais remarquer. Rapidement, s'il vous plaît, il reste 8 minutes. Un, et ça c'est exact, et le collège va le faire, nous allons tout faire pour montrer aux Bruxellois, de toute façon, ce que sera ce piétonnier demain. À l'exemple d'appartements témoins, de maisons témoins, on va un peu voir de quoi, quel sera le beau qui sera proposé. Et 2, je vous garantis que nous sommes à l'écoute pour l'instant, après cette commission de concertation. On ne peut quand même pas le faire dans n'importe quel cadre. Il y a une commission de concertation légalisée qui a eu lieu. Au mois de juin, ce permis de bâtir devrait être délivré. Oui, mais Belliris dit qu'on ne fait pas les travaux tant ça nous laisse du temps. Et les commerçants en annoncent. Mais ce que nous voulons, c'est éviter évidemment ces recours par la concertation préalable. Pascal Vreba. Allez, faisons un rêve, parce que l'idée est superbe. Pourquoi pas pour 2019, un petit piétonnier extraordinaire qui ferait rêver l'Europe entière?
Monsieur Vrebos, Vous êtes toujours une année d'avance, vous, hein, c'est fantastique. Et non, donc vous êtes toujours en progression, c'est bien. Et donc c'est ce que nous voulons montrer aux Bruxellois ce que ça va être. Non, moi je dis petit piétonnier réalisé en 2019. Oui. Mais petit piétonnier en 2019, puis 2030, tout le reste. Ouais, Nicolas Voisin. J'ai pas mal de gens qui viennent de l'étranger pour me dire bonjour. Je suis gêné, je ne sais pas le dire autrement. Quand on voit le piétonnier, c'est gênant en fait. Ouais. Voilà. Pour répondre à ma question, s'il n'y avait pas de travaux avant les élections communales, ce serait une catastrophe, Alain Courtois? S'il n'y avait pas de travaux avant 2018, les élections communales, d'abord, ça voudrait dire qu'il y a des recours, mais ça voudrait... Oui, non, c'est une première chose, c'est pas obligatoire. Et secondement, ça, bien sûr que nous allons réagir par une amélioration sensible de la situation actuelle. Nous ne pouvons pas laisser les choses avec des troncs d'arbres. Pourquoi est-ce que vous êtes dans une situation comme celle-là? Je la comprends. Oui. Parce que nous n'avons pas su modifier le tout en un coup. Alors, ça n'empêche que... Bianca Debas demande la parole. Au plaisir d'hiver, il y a quand même 2 600 000 personnes qui sont venues là. Hein, donc ça n'est pas possible. Notre question, est-ce que ce serait une catastrophe? Bien sûr, et pas tellement pour des raisons électorales, parce que c'est une catastrophe que vous avez soulignée pour l'image de Bruxelles. Gênant. Ça, c'est gênant, on a honte, et ça, c'est pas normal. Et moi, je partage aussi l'opinion de M. Vrebos. Le bourgmestre a dit, ce sera le plus grand piétonnier de l'Europe. En 2030. Mais il ressemble à rien. Alors moi, je préfère aussi un piétonnier peut-être à échelle un peu réduite, pourquoi pas, mais quelque chose dont on peut être fier, dont les gens reviennent dans le centre, que le commerce revit. Mais ils ne reviennent pas, les gens font faillite. Vous êtes dans... Exactement. Vous avez quand même bien entendu les commerçants. On termine. On passe maintenant à un autre dossier qui vous divise, j'imagine en tout cas, qui vous divise, c'est le dossier du Stade national. Une avancée cette semaine dans le dossier du futur stade. La députation permanente du Brabant flamand supprime le sentier de promenade. On devrait voir les images normalement qui traversaient ce fameux parking C que l'on découvre maintenant et qui empêchait une future construction du stade. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le promoteur Guélamco, mais la décision peut là aussi être contestée auprès du ministre compétent. Alors voilà une nouvelle saga dont Bruxelles a le secret. Pascal Delouit. La Belgique et Bruxelles ici en particulier. Pascal Delouis, vous pensez finalement qu'il faut le faire, ce stade, à l'heure qu'il est aujourd'hui? Tel qu'il nous l'est présenté, pas du tout. Je pense que c'est un projet mal ficelé, sans business plan sérieux, sans certitude relativement à son occupation par un club de football régulièrement. Je suis vraiment, depuis le début, très dubitatif sur l'intérêt, les priorités données à ce projet. Alors, est-ce que ce doute est partagé par nos autres experts? Pascal Vrebos, il faut ce stade selon vous? Alors, moi, franchement, c'est pas une priorité pour les Bruxellois. Je trouve que les Bruxellois ont besoin de toute autre chose, environnement, business, enfin, des tas d'autres choses. Mais ce que je veux dire, je me souviens qu'Alain Courtois avait dit, et ça j'avais trouvé extraordinaire, ce stade ne va pas coûter un seul euro au public. Mais d'après ce que j'ai lu, peut-être que je me trompe, parce que franchement, je ne suis pas du tout un expert stade national, ça a déjà coûté de l'argent. Non, c'est un mensonge. Attendez, on fait vite un petit tour. Ce sera nécessaire ou pas? Mais bon, il faut que ça ne coûte rien. Et pourquoi pas restaurer le Baudouin, faire un beau Baudouin? On arrête les frais. Moi, je trouve qu'avant de travailler sur des grands projets comme ceux-là, il faut donner des logements aux Bruxellois. Le rapport sur la pauvreté des Bruxellois, la sous-protection sociale de 2016 est catastrophique. Il faut changer la façon de gérer. De la culture. Là, il y en a un qui est pour l'instant qui se profile à Citroën. Nicolas Voisin. Moi, c'est surtout l'incapacité des politiques, c'est de dire comme ça, amener des grands projets. Je trouve ça dommage parce qu'effectivement, on aurait bien besoin d'un beau et grand stade dans la capitale de l'Europe. Voilà, en tout cas, la barque est chargée. Alors, est-ce qu'il faut persister? Est-ce qu'il faut signer? Est-ce qu'il faut s'acharner, Alain Courtois? En 2 minutes, ça va être compliqué de dire les choses. D'abord, 3 minutes, très rapidement. Je pense que ce pays, qui est la capitale, soi-disant, la capitale de l'Europe, etc., a besoin d'un stade. Il a besoin d'un stade. Et ça, vous le dites depuis le début. Hein. Depuis le début, je ne change pas de ça depuis 88. C'est honteux la façon dont on est traité dans ce pays au niveau des infrastructures sportives. Mais est-ce que vous pensez qu'il va se faire à cet endroit-là? Il va se faire à cet endroit-là. Deux, en ce qui concerne les pouvoirs publics et l'argent public. Très rapidement, pour ce qui concerne la ville, les seuls frais que nous avons engagés, c'est les frais d'avocat. Pourquoi? Parce que dans un dossier pareil, si on ne se fait pas aider par les avocats, alors c'est embêtant. J'ai toujours dit que la construction du stade ne coûterait pas un franc. Pourquoi? Parce que ce sera le privé qui le fera. Par contre, la ville a décidé de participer à ce stade
dans son exploitation. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir une contradiction avec le Palais 12. Pascal Delouis qu'il n'y a pas de business plan, etc. C'est un projet d'amateur. J'y viens. Avec le Palais 12, etc., on ne peut pas se permettre d'avoir une collision là. 3. En ce qui concerne le business plan, ce business plan est parfaitement, il a été traité, il a été évalué par Deloitte, etc., par des sociétés qui sont comme n'importe quelle société. Donc, et quel stade construit dans les 5 dernières années fonctionne? Mais il n'y en a aucun en Belgique de stade. Ouais. Alors, j'aimerais bien donner la parole à Bianca de Batz. La rénovation, parce que je sais ce qu'elle va dire. La rénovation du stade Roi-Baudouin. La rénovation du stade Roi-Baudouin, monsieur Brebos. Donc les mêmes qui disent, pas d'argent public, sont les mêmes qui disent, mais il faut rénover le stade Roi-Baudouin. Mais quel argent? Qui va payer ça? Quel pouvoir public va payer ça? Le fédéral? Bianca de Batz, est-ce qu'il faut arrêter les frais sur le dossier aujourd'hui? Bianca de Batz, est-ce qu'il faut arrêter les frais sur ça? Ça va peut-être se prix de ma réponse, mais en tout cas, moi je allez-y, donnez votre réponse Bruxelles maintenant. a besoin de projets ambitieux. Est-ce qu'elle a besoin de ce stade-là, à cet endroit-là? Je l'embrasse presque. Tu peux m'embrasser. Oui, mais je le fais. Architecture de qualité et des projets dont on peut être fier à l'échelle internationale. On vient d'en discuter. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis très contente que nous avons maintenant bientôt ce musée Citroën, musée d'art contemporain, c'est important. Et donc, je pense aussi que le stade peut contribuer au rayonnement international de la capitale de l'Europe. Donc il faut le faire, Voilà, faites-vous la bise et pendant ce temps-là, on va passer au coup de cœur de nos experts. On commence par vous, Pascal Delouis, très rapidement. Vous n'avez rien amené, mais vous pensez à Reporters sans frontières. Voilà, le rapport 2017 de Reporters sans frontières, c'est pas un coup de cœur, c'est plus une piqûre de rappel qui montre que la liberté de la presse recule, que la démocratie recule. Donc piqûre de rappel et attention à ceux qui pensent à la stratégie du pire. Alors Nicolas Roisin, vous pensez à Pierre Rabhi. Qui a essayé d'être candidat aux présidentielles françaises il y a maintenant 5 ans, mais qui n'avait pas obtenu les 500 signatures pour se présenter, qui est un philosophe agriculteur. Ça fait du bien, c'est léger, et ça donne la vision d'un autre monde que le monde dans lequel on a l'habitude parfois d'être un peu plongé. Le bouquin s'appelle La part du colibri, c'est aux éditions de l'Aube. Sylvie Lausberg, vous nous conseillez un documentaire qui s'appelle Caravane Touareg, on va voir l'affiche. Oui, et il passera ce dimanche au cinéma Aventure à 17h20. C'est un documentaire réalisé par 2 Belges, dont un bruxellois, et qui fait au fond, qui raconte l'histoire d'une femme malienne qui a réussi en fait à faire travailler son groupe dans tout le Mali et qui porte au fond quelque chose de la culture de ces Touaregs dans un pays en guerre, et on la suit pendant 5-6 ans. C'est passionnant, ça dure 1 heure et en même temps c'est plein d'espoir, plein de belles couleurs, de la belle musique dans une situation de guerre. Je pense qu'on doit aussi se rendre compte aujourd'hui que la situation dans laquelle on a des choses à faire et on n'est pas dans des situations aussi dramatiques. Pascal Vraiment, je vous sais très concis, vous nous conseillez de nous plonger dans Décadence de Michel Onfray. Oui, alors c'est un philosophe iconoclaste dont je ne partage franchement pas toutes les idées, mais là, Décadence, 800 pages, je suis en train de le lire, c'est extraordinairement éclairant. On apprend beaucoup de choses, c'est une vision extrêmement dure de notre civilisation et de l'histoire, mais en tout cas on apprend beaucoup de choses, et surtout le fait qu'au XXIe siècle, la plupart des êtres humains vivent avec des fables. Et ça, je pense que par les temps qui courent, c'est très intéressant de le lire et de réfléchir. Je pense que c'est aux éditions Flammarion, si je me souviens bien, c'est bien ça? Là, vous me posez une colle. Mais je pense que c'est aux éditions Flammarion. C'est la fin de cette émission. Merci en tout cas d'être venu analyser l'actualité avec vous. Merci d'être venu avec votre œil aiguisé commenter cette actualité. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu à la présentation des experts. Et lundi, Stéphanie Meyer recevra Monsieur Van Mulder, le secrétaire général de la FGTB Bruxelles. Ils parleront du 1er mai. Très bon week-end à tous, à bientôt.